Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir un peu ce que veut dire l'IA et comment le déployer dans son entreprise. Euh, je suis Guillaume Calfati, donc je suis coach exécutif en IA générative et CTO de BIM. J'ai passé plus de 23 ans chez Stellantis ex-PSA dans l'innovation digitale et j'ai eu la chance d'avoir les Awards 2024 pour le déploiement de l'IA générative, puisque j'avais suivi plus de 250 projets, une cinquantaine de conférences et puis une mise en place d'environnement qui a permis à beaucoup de personnes de se mettre à l'IA. Alors que ce soit dans les RH, dans l'IT, voilà, j'avais un rôle très transversal et j'ai pu me balader à peu près dans tous les métiers et voir si l'IA pouvait correspondre. Alors, qui est BIM? BIM est une start-up très jeune, puisqu'on s'est formé il y a quelques mois, de 5 personnes qui sont déjà passionnées d'IA et puis qui, chacun dans leur domaine, que ce soit dans l'art, dans le marketing, dans la partie commerciale ou dans le technique. Voilà, on utilise l'IA au jour le jour et je pense qu'on ne pourrait plus s'en passer. Je vous le fais très rapidement, mais aujourd'hui, on permet de faire des formations ou de l'accompagnement sur l'IA générative. On peut aussi vous aider sur l'évangélisation par le biais de conférences ou alors directement par le BILAB qui est plus une façon d'être à la pointe de ce qui se passe aujourd'hui sur l'IA générative, parce que vous savez que en une semaine, en fait, on arrive à avoir des changements considérables avec l'IA. On a aussi une partie strat pour vous aider soit sur la gouvernance, sur la confidentialité de vos données et sur la mise en place. Et puis, on a aussi la partie build où on développe nous-mêmes nos applications, puisqu'on ne fait pas qu'en parler, on le fait aussi. Allez, c'est parti. Alors, à quoi on s'attend aujourd'hui sur cette heure? On va rentrer vite fait dans l'IA générative, ce que ça peut faire et là où ça peut vous emporter. On verra quelques cas concrets. On mettra vraiment un focus sur ce qu'il faudrait faire et ce qu'il ne faudrait pas faire. Évidemment, on n'a pas forcément la vérité, mais avec l'expérience, voilà, je pourrais vous dire il y a des pratiques qui sont finalement d'un autre temps et il faut surtout les éviter avec l'IA générative parce que ça va trop vite. Et puis une partie question-réponse. Alors, l'IA générative, c'est vraiment une nouvelle branche de l'IA artificielle qui permet justement de créer des nouveaux contenus. Donc, que ce soit du texte, que ce soit de l'image, de la vidéo, de la 3D, que ce soit du code ou même du code pour créer de l'automatisation. Et évidemment, dans l'audio, alors nous, on est très artistes, donc on adore ça. Tout ce qui va être voix synthétique, clonage de voix et musique. On est arrivé vraiment à un stade où voilà, on a à peu près tous les champs des possibles. Avec l'IA générative, il faut penser big. Ça reste l'une des principales opportunités de ce siècle. Alors à tous les niveaux, que ce soit pour les grosses boîtes, pour les petites, de façon pro ou perso, où on est en train de s'apercevoir que cette technologie nous permet de repenser le monde, de voir le monde différemment et de pouvoir innover à tous les étages. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est assez impressionnant. Vous avez besoin presque que d'une connexion Internet, quoi. Alors évidemment, il y a cette vague d'innovation qui est arrivée dans l'image. Aujourd'hui, on est capable de créer tout type d'image, vraiment, que ce soit de la photo, que ce soit des tableaux, que ce soit des illustrations, des logos, etc.
y a aucune limite à la créativité et avec une qualité très, très, très acceptable. On est capable, par exemple, dans l'architecture, de pouvoir directement avoir des conceptions assistées par l'IA, donc partir de l'esquisse et avoir un rendu photoréaliste très rapidement. On a aussi, par exemple, sur les logos, il y a quelques semaines, on a travaillé pour un client où il avait besoin justement de brainstormer sur son logo, sur sa marque, etc. Et en une demi-journée, on est capable de sortir un nombre de logos qui dépasse les 100 facilement, en fonction de la demande, en fait. En fonction de est-ce que le client a vraiment une idée précise de ce qu'il veut ou il est plus trop très large. Et ensuite, donc on diverge et puis après on reconverge sur les logos qui lui plaisent. On est capable aussi de créer directement des landing pages ou des choses comme ça, mais là on verra qu'avec le vibe coding, donc cette nouvelle tendance à coder directement les choses plutôt que d'aller chercher des outils qui existent, on est capable de faire ce genre de choses assez rapidement. C'est très bien aussi pour construire des nouveaux produits qui n'existent pas. Typiquement les casques pour les chats. Voilà, ça va vous permettre de vous projeter aussi rapidement et projeter peut-être vos clients dans ce que pourrait être le prochain, voilà, le prochain toaster jaune de la marque, je ne sais pas quoi. Il n'y avait pas de marque sur celui-là. Dans le marketing aussi, on peut faire des collabs qui sont très intéressantes. Puisqu'on va mélanger les genres. Et c'est toujours intéressant, voilà, quand on a des partenariats, de pouvoir fusionner des marques de façon visuelle. Il y a également ce qui est arrivé, donc là j'ai repris exactement la même image. En fait, côté Midjourney, ils ont tué l'image. Aujourd'hui, quand on regarde une image, on a envie de cliquer dessus pour qu'il y ait une vidéo. C'est exactement ce qui se passe, en tout cas sur Midjourney, c'est que tout est devenu vidéo. Je vous montre. Voilà, une animation, l'animation d'une image en vidéo, donc ça nous donne 4 vidéos, elle se fait très 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 rapidement. Hop. Alors, on va repartir de ChatGPT parce que c'est quand même le point qui a permis justement en début 2023 de comprendre ce qui allait se passer. Donc, à partir du moment où une machine est capable de comprendre la sémantique et est capable de comprendre, que ce soit dans la réflexion, dans le brainstorming ou quoi que ce soit, évidemment, ça change la façon dont on va interagir avec l'univers digital, avec un PC, avec sa machine ou avec son téléphone. Donc aujourd'hui, vous savez déjà utiliser ChatGPT pour résumer des textes, pour extraire de l'information, pour faire de la recherche sémantique dans des gros documents, ou plusieurs documents. Aider à la rédaction, ça c'est très 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 utile. La classification de texte, notamment sur des commentaires sur les réseaux sociaux. Nous, on en avait des millions à traiter tous les jours et il faut qu'on puisse savoir voilà, l'émotion qu'il y a dans le commentaire, est-ce qu'il est positif, négatif, et comment on est capable de créer des métadonnées autour de ce commentaire pour être voilà, le plus proche possible de la vérité et de savoir si nos clients sont contents ou ils ne le sont pas. On fait énormément de traduction aussi, et puis évidemment, par le biais de ChatGPT, on peut faire du code, c'est un peu le couteau suisse des LLM. Donc on peut faire énormément de choses, et on va voir que de plus en plus, on a des outils qui sont très spécialisés, et des fois qui s'appuient sur ChatGPT pour procurer un service autre que celui de ChatGPT. Le vibe coding, je vous en parle très rapidement parce que c'est vraiment
une grosse partie de ce que pourra être l'IA générative le jour où vous allez vous y mettre. Donc il y a des plateformes comme Lovable, Bolt, etc., qui vous permettent. Là, on voit, ce sont des personnes qui partagent leur application et qu'on va pouvoir remixer. Donc, si je suis content, par exemple, de ce dashboard, je vais juste cliquer sur un bouton et puis ça va me reconstruire la même application et vous allez pouvoir directement lui dire, bon, alors en fait, ma marque, c'est BIM. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est un dashboard pour mes utilisateurs ou pour gérer mes contacts ou pour gérer autre chose. Et l'application va pouvoir se créer comme ça. Il y a également la partie automatisation. Donc là, on voit du N8N où on va pouvoir justement, plus que demander à un outil de résoudre une problématique, c'est de créer son propre process à l'intérieur de son métier et facilement, je ne sais pas, créer un Teams qui va se connecter à un chat GPT et puis aller voir sur Google Agenda ce qui se passe parce que j'ai trois agendas que j'ai besoin de synchroniser et puis me renvoyer je sais pas, les events du jour sur les différents agendas. Et notamment celui-là, c'est un process qu'on a créé sur le SEO pour avoir vraiment une toile, une vue d'ensemble du site et de différentes pages qui ont été créées et faire un audit directement dessus. Je vous montre une petite vidéo avancée sur la partie un peu technique et comment on peut le déployer. Alors j'espère que normalement il y a du son, sinon vous me dites. Bonsoir et bienvenue chez BIM. Vous l'avez sans doute déjà entendu, l'intelligence artificielle générative est en train de transformer en profondeur notre monde. Son écosystème explose, porté par une vague d'innovation et une multiplication des acteurs. Depuis 4 ans, les investissements s'envolent, entraînant une diffusion rapide dans tous les secteurs. Une transformation qui redéfinit déjà l'avenir des entreprises. Véritables cerveaux artificiels, ces modèles de langage ouvrent de nouvelles perspectives. Ils lisent, résument, traduisent et réécrivent n'importe quel contenu en gardant le contexte. Côté code, ils génèrent et corrigent dans tous les langages. Connectés à vos outils, comme votre CRM, Slack, Microsoft, ces modèles deviennent des agents qui automatisent des tâches et vous assistent activement. Leurs réponses, qu'elles soient en texte, en voix ou en images, s'adaptent toujours au format et au ton qu'il vous faut. Des exemples? Commençons par GenSpark. On formule simplement notre besoin. Génère-moi une présentation sur les nouveaux enjeux des IA génératives. Quelques secondes suffisent et voilà, une diapositive de titre est générée, professionnelle et bien mise en page. La présentation est prête. Et si on automatisait aussi la narration? Demandons à GPT pour le texte et Eleven Labs pour la voix. On fournit la présentation à GPT pour qu'il rédige le script. Ensuite, on génère le son. Vous voulez une voix masculine Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose ou féminine? Vous propose un tour d'horizon des IA génératives, ce qu'elles changent. Impressionnant, n'est-ce pas? Maintenant, avec N8N, voyons comment nous pouvons construire notre propre agent intelligent qui peut déclencher, envoyer des mails, gérer votre agenda ou encore générer des images. Ici, tout commence avec un déclencheur Telegram. Dès qu'un nouveau message textuel ou vocal arrive, le processus démarre. Ce texte alimente notre module AI Agent qui ici s'appuie sur le modèle de langage Azure OpenAI. Une fois la demande traitée, l'AI Agent peut envoyer des emails, gérer des calendriers, créer des tâches ou même solliciter d'autres agents spécialisés. La réponse finale est ensuite renvoyée à l'utilisateur sur Telegram. Après le texte, la voix et l'automatisation. Place à l'IA générative pour le visuel. Tout commence par une description textuelle, un prompt pour générer une image fixe. Ici, nous utilisons Midjourney. Ensuite, avec des modèles de modification d'image comme Flux Context, l'IA peut même simuler des mouvements de caméra, comme une vue de côté ou un plan aérien. Maintenant, reprenons notre image et donnons-lui vie, avec la nouvelle fonctionnalité de Midjourney. Pour une immersion complète, ajoutons des sound effects avec Eleven Labs.
Bien sûr, il existe une multitude de modèles d'IA capables de générer des vidéos. Observons notre petit robot skieur, interprété par 4 IA différents. Les possibilités sont vastes, voici d'autres exemples. Mais la puissance créative de l'IA ne s'arrête pas au visuel et au bruitage. Elle s'étend aussi à la musique. Avec Suno, voici ce qu'on peut faire avec une simple idée ou des paroles. Et que se passerait-il si l'on utilisait tous ces outils en même temps? Chez BIM, tous les outils présentés font partie intégrante de notre quotidien. Comme vous venez de le voir, nous maîtrisons un large spectre, de la génération de textes et de voix à la création de contenus multimédia, en passant par le développement, l'automatisation de processus complexes et une veille technologique constante sur ces nouveaux outils. Nous avons ainsi déjà produit des dizaines de vidéos artistiques, explorant des styles et des univers variés pour des usages multiples, allant de la pure création artistique à l'illustration de concepts ou à la communication de marque. Curieux? Plongez dans notre univers. Toutes nos vidéos artistiques que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc voilà, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on peut faire avec et uniquement finalement dans la partie visuelle et vidéo. Voilà, quand on accompagne des artistes, c'est souvent cette partie-là qu'ils préfèrent, évidemment. Mais il y a le côté un peu plus corporate, et on va commencer par les risques qui sont liés quand même à l'IA aujourd'hui, l'IA générative. Alors, ceux qu'on a déterminés, évidemment, il y en a d'autres, mais je pense que ce sont les plus importants. Celle sur l'agilité, puisqu'aujourd'hui, on a des nouveaux concurrents qui sont très petits, qui sont très habiles et qui sont capables de venir et de perturber les industries existantes, notamment dans le monde de l'automobile. Mais on le voit aujourd'hui un peu partout. On voit des Mistral qui, finalement, en un an et demi, arrivent à être valorisés 12 milliards d'euros, alors qu'ils sont une trentaine et que voilà. Mais le problème, c'est qu'ils vont, enfin le problème, pas pour eux, c'est qu'ils vont toucher énormément de monde. Donc finalement, il y a un très gros focus qui leur arrive dessus. Des abus, on en voit de plus en plus, puisque maintenant, c'est quasiment indétectable sur la production massive de deepfake. Nous avons aussi des risques liés aux accidents d'utilisation avec les hallucinations. Donc l'IA est un peu comme, j'ai tendance à dire, et excusez-moi si vous avez fait un MBA, mais c'est quelqu'un qui va toujours vous répondre. Voilà, même s'il ne sait pas, il va vous répondre. Et ça peut poser des problèmes si la personne qui pose des questions, voilà, c'est pas son domaine, donc elle peut être vite dirigée vers de mauvaises réponses. L'effet structurel sur la société, évidemment, on commence à voir un chômage de masse qui se crée dans certains métiers. On voit également des problématiques liées à l'écologie, puisque c'est très consommateur, et notamment à l'énergie. L'exposition d'informations, donc là, avant, on avait un problème sur les datas, c'était comment rendre disponibles nos datas, soit à nos utilisateurs, soit à nos clients. Demain, ce sera le contraire. C'est comment on protège justement toutes ces datas, puisque l'accès aux données et à deep dive dans une donnée sera devenu très, très, très simple. Donc, il va falloir faire extrêmement gaffe à ça. Et puis, on a évidemment sur la propriété intellectuelle,
on a des vrais enjeux. Il y a des grosses discussions autour de ça pour savoir alors, ce qui est généré par l'IA, est-ce que ça vous appartient, est-ce que ça appartient à la personne qui crée le modèle, ou ça appartient aux personnes qui ont généré les sources de données d'apprentissage de ces modèles. Alors, dans les entreprises, on a forcément besoin d'une gouvernance pour pouvoir justement accélérer l'adoption à l'IA générative. Alors, cette gouvernance, elle va permettre de gérer et d'assurer l'accès à ces différents modèles qui existent, regarder le niveau de qualité, mais surtout les temps de réponse, puisque vous allez vous apercevoir que au jour le jour, quand on utilise, ce qu'on recherche presque, c'est pas forcément la meilleure réponse, mais c'est une réponse rapide. Parce qu'on veut tout de suite pouvoir changer son prompt, on veut une interaction quasiment instantanée avec l'IA. Alors aujourd'hui, on arrive à des choses qui vont très vite, et certains modèles ont une inférence qui vous permettent finalement de créer ce qu'on appelle des super inférents. Et à peine vous avez appuyé sur OK que vous avez 4 livres de réponses. Donc on va aller plutôt sur cette partie-là. Évidemment, plus c'est rapide et de meilleure qualité, et plus c'est cher. Donc il va falloir aussi avoir des orchestrateurs qui vous permettent de choisir le bon modèle en fonction de la tâche. Notamment, je crois qu'il y a GPT qui propose ça maintenant, qui vous permettent d'envoyer des requêtes, elles vous sont rendues 24 heures après. Donc, ils utilisent finalement un peu comme l'électricité, le fait qu'il y ait très peu de monde pour pouvoir utiliser les machines à un coût plus bas. Sur la partie juridique, avec les actes, mais pas que, il va y avoir tout un tas de nouvelles lois qui sont en train d'être mises en place, mais pour l'instant, on en discute, puisqu'on a tendance à, quand on ne connaît pas forcément le domaine, à devenir très restrictif sur l'utilisation et finalement à empêcher que l'IA générative, par exemple, explose en France ou en Europe. La sécurité, évidemment, donc il faut rentrer les personnes de l'IT et de la sécu très rapidement dans le processus de gouvernance. La formation, on en parlera, mais il faut vraiment que ça devienne un réflexe. L'animation des projets, on verra que sur des projets aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 150 projets à développer par mois et pas 10 par an, comme on le faisait sur l'IA il y a une dizaine d'années. Avoir un environnement de test and learn très important, donc cet environnement où les personnes ont le droit de se planter, de faire des choses et de créer eux-mêmes leur outil, parce que ça va les concerner peut-être que eux ou peut-être 2 personnes, mais ça va peut-être leur faire gagner aussi une journée sur la semaine. Et surtout, pour cette gouvernance, faire en sorte qu'elle ne soit pas un frein, puisque si elle concentre l'ensemble des demandes, elle peut être le goulot d'étranglement de votre façon de diffuser de l'IA générative dans votre entreprise. Donc, bien faire attention à ça. Quel métier concerné? Alors, Stellantis m'a donné la chance de pouvoir le faire dans à peu près tous les métiers, puisque chez Stellantis, on avait tous les métiers. Et je peux vous dire que tous les métiers sont concernés. Il n'y a personne qui m'a dit à un moment donné, écoute, ton IA générative, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi si je ne sais pas ce que je peux en faire, mais à partir du moment où on a des problématiques, on a forcément une IA qui peut nous aider, même à tout petit niveau, à résumer, voilà, à faire des petites choses un peu chronophages. On est déjà capable de le faire avec de l'IA. Et puis, de plus en plus, on a un usage personnel qui est en augmentation constante. Donc, les employés ne comprennent pas forcément la différence qu'il peut y avoir entre l'utilisation de l'IA en entreprise, dans son entreprise, et puis ce qu'elle en fait tous les jours, où finalement, elle commence à se cacher, et il y en a beaucoup encore qui se cachent, parce que, les IA qui sont mises en place dans les entreprises ne sont pas au niveau.
Alors, ça, c'est un peu pour provoquer, mais c'est quand même la vérité. Est-ce qu'on a besoin d'un gros budget pour aller dans l'IA? Pas forcément. Et est-ce qu'on a besoin, et quel type d'équipe il nous faudrait en entreprise pour pouvoir déployer l'IA? Alors, plutôt des task force, parce que l'IA va très vite et qu'on a besoin d'avoir une équipe plutôt très agile. Et l'agilité, elle est surtout au niveau de comment je perçois un nouvel outil qui va être en train de révolutionner le monde de la vidéo, par exemple. Est-ce que je suis tout de suite en oh là 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 là, ça va trop vite, on va ralentir, ou je prends cet outil et puis j'essaye de faire accélérer tout le monde avec. Donc, cette task force et ces ambassadeurs métiers sont vraiment importants. Et surtout, voilà, mettez vite l'IT et la sécurité, et notamment les RH, dans la boucle pour que ça puisse faire une boule de neige positive. Alors, dans les budgets, oui, si on est quelques personnes dans une startup, à partir de 100 € par mois, on peut très bien utiliser l'IA générative et être très performant avec ça. Si c'est pour des plus grosses structures, il y a Alexa qui se réveille, non, c'était pas ça. Voilà, si vous avez besoin d'un environnement sécurisé et scalable, on est plutôt autour de 50 à 70 kg. Le cas d'usage prioritaire. Alors, les cas d'usage, en fait, on va s'apercevoir que 70% des cas d'usage tournent autour de la gestion de la connaissance, le management de la connaissance. Donc, vous avez la possibilité d'avoir soit des LLM sur vos clouds préférés, soit pouvoir les mettre directement sur une machine en interne pour préserver la confidentialité des données qui vont être exposées à ce LLM. Et vous allez pouvoir comme ça discuter avec vos documents. Donc, ça va être un contrat, ça va être, je ne sais pas, la préparation du prochain event. Vous pouvez le mettre à l'intérieur et puis proposer un chatbot pour les participants, pour savoir ce qui se passe avant, pendant et après, de façon fluide, dans 32 langues si vous le voulez. Et c'est très facile à mettre à jour, puisque finalement c'est que du texte, c'est des bouts de texte que vous allez donner au LLM. Donc ça, c'est vraiment le cas d'usage qui est utilisé principalement. Je peux vous parler aussi des experts. Les experts adorent ce genre d'outils, puisqu'ils vont y mettre leurs connaissances à l'intérieur. Et finalement, toutes les questions redondantes vont être faites d'abord par le chatbot, leur assistant. Et puis, quand les questions deviennent un peu plus complexes, on passe directement à l'expert. Alors, un des premiers réflexes, on ne va pas tous les faire, mais un des premiers réflexes à faire quand on a une question sur qu'est-ce que je peux faire avec ChatGPT, c'est de demander à ChatGPT ce que je peux faire avec. Que ce soit en termes de productivité personnelle, d'apprentissage et d'éducation. Aujourd'hui, moi, mes 3 enfants l'utilisent énormément. Alors, mes 3 enfants, ils sont assez grands. Mais celle qui est au collège l'utilise énormément. Voilà, si elle a des lacunes sur certaines parties, sur certaines matières, etc., au lieu de s'appuyer sur ses parents tout le temps, qui, des fois, n'en savent rien, surtout quand ils commencent à arriver au lycée, voilà, retomber dans les maths de terminale, franchement, c'est pas forcément pour nous. Donc, on va pouvoir utiliser l'IA sur la partie formation et même apprendre des choses, alors une nouvelle langue. Voilà, il faut être plus créatif et curieux qu'on ne le faisait avant, puisque aujourd'hui on a la possibilité d'avoir cette connaissance. Sur les brainstorming, je vois souvent, même dans mes équipes, quand j'étais chez Stellantis, j'arrivais dans des séances où on n'utilisait pas l'IA pour les brainstorming, alors que ça vous permet de purger très rapidement les idées un peu de base qu'on a sur un sujet, et puis aller vraiment sur des idées un peu plus innovantes. Là, c'est pareil, c'est juste pour le slide, mais voilà, un peu tous les exemples d'utilisation des LLM aujourd'hui. Peut-être le numéro 5 est assez significatif, puisque que ce soit au Japon ou même aux États-Unis, aujourd'hui, énormément de personnes l'utilisent comme un psy, comme une écoute.
une écoute active, ce qui permet voilà, de gérer un peu le côté solitude ou introspection dont on a besoin. Alors, pour revenir sur les points clés, comme ça on va passer aux questions-réponses. La confidentialité est essentielle. Il faut vraiment y penser très rapidement. Et quand on parle de confidentialité, c'est où sont mes données, les données que je vais utiliser, et surtout, qui doit avoir accès à ces données-là. Parce qu'à partir du moment où c'est un chatbot qui va pouvoir répondre, il faut que le chatbot puisse vous identifier et puisse voir si vous avez les droits ou pas d'accéder à ce type de données. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pense très, très en amont. Restez agnostique. Vous le voyez aujourd'hui, certainement sur LinkedIn, que toutes les semaines, alors moi je le vois à peu près tous les 2 jours maintenant, il y a une nouveauté qui arrive et qui disrupte le modèle qui est arrivé la semaine dernière. Donc, je ne vous conseille pas de... Je voudrais qu'un seul outil et puis partir avec cet outil-là pour toute l'année, pour toute mon entreprise. Non, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce qu'il faut que vous soyez plutôt agile sur le choix des outils et plugger tel ou tel modèle, c'est devenu très facile. Donc voilà, restez plutôt agnostique sur les solutions que vous allez implémenter dans vos entreprises. Le no-code n'est plus une option. Aujourd'hui, on considère que tous les employés peuvent devenir des makers. Alors, l'IT va vous dire qu'on va créer du shadow IT ou des choses comme ça. Mais si vous donnez des plateformes où les personnes vont pouvoir créer eux-mêmes, mais qu'on va pouvoir monitorer facilement et puis manager, on se dit que voilà, chacun va pouvoir créer son propre agent, va pouvoir créer son propre processus et de façon très naturelle, que ce soit que par la voix, que ce soit par l'écrit, ou même voilà, des blogs comme on l'a vu avec NMIT. Donc le no-code, je vous conseille de vous y mettre très rapidement. Et autour de ça, l'expérience. L'expérience est clé. Donc évitez les use case factory où vous allez demander à tout le monde de vous donner des cas d'usage. Et puis un groupe de 10 personnes va décider de si c'est un cas d'usage viable ou pas, combien de temps ils vont mettre, combien de temps ça va coûter. Et puis, on va arriver à ce constat de, bon, OK, on aura fait 10 projets IA dans l'année. Super. Mais on est aujourd'hui, si vous discutez pendant une demi-heure avec une personne qui ne sait pas ce que peut faire l'IA, chez les RH, c'est même plus court. En un quart d'heure, ils ont tout de suite compris et ils vont vous donner une trentaine chacun de cas d'usage. Donc, mettez des sandbox, mettez des environnements de test and learn et les personnes vont pouvoir venir tester rapidement. Pas besoin de SSO, pas besoin de connexion. Ils viennent, ils testent, il n'y a pas besoin de licence et ils y ont accès direct, un accès direct. Donc, j'ai envie de vous dire que presque, si vous voulez que l'IA se développe dans votre entreprise, essayez de créer un accès direct à vos employés à l'IA. Et puis, il y a la formation continue. On voit qu'aujourd'hui, l'accès à la connaissance ou l'accès à l'intelligence analytique va se déplacer vers votre assistant, votre agent. Et pour ça, il va falloir être curieux, ne pas se donner des limites sur le fait d'apprendre des choses. Et de toute façon, l'assistant sera là pour vous aider à coder, sera là pour vous aider à analyser des rapports, à avoir une stratégie, à créer des business plans, à créer des slides. Voilà, tout est possible. Et là, je vous montre juste, parce que c'est un visuel qu'il faudrait avoir chez vous, c'est le chat GPT qui tourne chez vous, où vous avez la possibilité de créer vos propres agents et vous avez la possibilité de partager ces agents, soit avec votre équipe, soit avec tout votre métier, soit avec vos clients. Donc, c'est quelque chose, c'est le chat GPT que vous allez retrouver en interne. Je m'arrête là. Si vous avez des questions-réponses, des questions surtout, mais même des réponses,
n'hésitez pas. Et puis, je vous donne rapidement un lien pour pouvoir me contacter si besoin. Est-ce que vous avez... J'espère que je ne vous ai pas perdu dès le début. Merci Guillaume. Bonjour, c'est Emeline au téléphone. Bonjour. Oh, bonjour. La multitude d'outils, ça bouge très vite. Finalement, quand au niveau de l'entreprise, on décide d'investir dans un outil, est-ce que c'est un investissement viable à, j'ai même pas envie de dire long terme, parce que ça évolue tellement vite que, en définitive, quand on investit dans quelque chose, ce sera pour 1 an, 2 ans, et après on bascule vers un autre outil. Alors, ça a été la problématique des grosses boîtes où, d'ailleurs, Microsoft s'est engouffré avec son Copilot. C'était la seule solution, au final, de comment mettre à disposition de l'IA générative pour aller. Et les personnes ne l'utilisent pas parce que l'outil n'est pas au niveau. Donc, l'outil était très cher, et toujours très cher, je trouve. Et pas au niveau. Alors évidemment, il est plutôt pervasif parce qu'il va se mettre un peu partout. Mais voilà, les personnes qui sont mises avec du Copilot, aujourd'hui, pour s'en sortir, c'est compliqué. Alors qu'on a du Claude Anthropique qui est très bon justement sur le codage et sur la sémantique. Un chat GPT qui est plutôt couteau suisse. On a du Mistral si on veut de la souveraineté. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut commencer là pour le coup petit et essayer de mettre à disposition des outils qui sont presque des gateways, des orchestrateurs face à vos employés. Donc eux vont utiliser la même application, mais derrière, que ce soit un chat GPT ou un autre, il ne le voit pas forcément. Il le verra au fur et à mesure parce que plus on connaît les outils, plus on se dit, ah bah, pour cette tâche-là, je préfère utiliser ça. Pour cette tâche-là, je vais utiliser GenSpark. Et puis pour celle-là, je vais utiliser Gamma parce que ça me fait des meilleures présentations. Donc c'est plutôt, voilà, vous ne donnez pas simplement un seul marteau parce que le marteau, on peut faire énormément de choses avec, mais une trousse à outils. Et puis laissez-les jouer quand même avec un moment. Lorsqu'on a besoin de créer vraiment des projets qui sont dans le cœur même de la société, dans ce cas-là, de toute façon, on va mettre tellement d'outils et de contrôle et d'audit autour de ces LLM-là que c'est plus finalement le LLM qui sera la problématique, mais comment on consolide et on stabilise un outil production à base d'IA. Et donc là, il y a plus d'équipes, il y a plus de travail. Mais je vous dirais, voilà, il y a des solutions sur du Salesforce, il y a des solutions sur à peu près tous les grands éditeurs maintenant sortent leurs IA à l'intérieur de leur logiciel. Mais dès qu'il y a une nouvelle mise à jour, ils mettent 6 mois à se mettre à jour. Donc vous attendez pendant 6 mois. Photoshop, Adobe, par exemple, a compris ça, puisqu'il laisse de plus en plus les extensions à Photoshop. Donc, récemment, il y a Nano Banana qui est sorti, qui est un outil extraordinaire pour retoucher les images. L'extension a permis d'intégrer Nano Banana dans Photoshop, sans avoir d'une nouvelle mise à jour. Donc, le modèle est sorti, 2 jours après, l'extension a été mise à jour. Et 3 jours après, tout le monde avait accès à ce nouveau modèle dans Photoshop. Donc même les éditeurs deviennent finalement agnostiques. Merci. D'autres questions peut-être? Guillaume, je te la pose là la question, parce que je te l'aurais posée en dehors, ça peut peut-être bénéficier à tous. Tu avais fait une transition, je ne sais pas si c'était voulu, mais tu as parlé d'un phénomène qu'on observe beaucoup. C'est le fait de pouvoir converser et puis même aller de l'ordre de l'intime. Et tu disais, voilà, se confier
un chat GPT, par exemple, et c'est une pratique qui est très présente. On le voit, nous, avec des projets en Asie. Et juste derrière, tu as basculé sur la confidentialité. Quel risque il y a, tu vois, d'un point de vue très factuel, parce que tu as abordé le côté confidentiel d'un point de vue technique, mais concrètement, ça ne peut pas se retourner contre les personnes qui se confient au bout d'un moment, une IA. Alors, c'est un peu comme ChatGPT, hein, c'est dans les règles d'utilisation. Aujourd'hui, le gros risque, c'est que ces informations confidentielles puissent se retrouver dans les modèles, puisque un LLM, c'est pas quelque chose qui apprend en temps réel. Donc, il y a des versions de modèles, et pour entraîner un modèle, on est de l'ordre, un chat GPT, c'est plutôt 10 millions de dollars d'entraîner un seul modèle. Et il faut en entraîner plusieurs pour justement réussir à augmenter son niveau. Donc ça coûte plutôt cher. Mais on peut retrouver effectivement des données qui vont être partagées parce qu'on n'aura pas payé son abonnement et que du coup, comme c'est gratuit, la donnée peut être utilisée pour entraîner les nouveaux modèles. Et ça pourrait créer comme ça des problématiques. Le côté principal de la confidentialité, c'est surtout peut-être sur la façon de faire les choses. Donc, je pense que l'or de demain, ce sera évidemment la data, mais l'or des entreprises, c'est le process. C'est comment Stellantis crée un véhicule. Quel est le process qui est utilisé? Ça, c'est de l'or. Et chacun a le sien, et on voit bien que de toute façon, pour arriver à une solution, on ira par différentes voies. Si on a 10 personnes, on a 10 voies différentes. Donc, tous ces process-là peuvent être une façon de finalement de répliquer quelque chose. Donc, on a vu récemment d'ailleurs des combats un peu de CEO sur Twitter, où quelqu'un, c'est le gars de DocuSign, je crois, qui s'est pris la tête avec un autre CEO, et l'autre lui a dit, si c'est comme ça, ton application, je te la développe ce week-end, et le week-end prochain, je le mets en open source, et tout le monde pourra l'utiliser, je vais te niquer ton business. C'était ses mots. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, comprendre où est sa valeur et la protéger aujourd'hui, c'est essentiel. Et après, quand on parle de confidentialité et puis de souveraineté, on voit bien que les problématiques géopolitiques qu'on a aujourd'hui font que si demain Amazon ou Google ou Microsoft trouvent que votre process il est vachement bien pour pouvoir créer des nouveaux films Netflix en un temps record, ils vont se servir. Ils vont se servir clairement. Donc, il faut repenser tout ça. Internet a permis de connecter les gens. Maintenant, il faut comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir garder ces données au chaud et ces process au chaud. Merci Guillaume. Il nous reste un quart d'heure. Sarah nous dit, si on veut démarrer avec vous, quel serait le premier petit pas que vous recommanderiez? Le premier petit pas, c'est une petite formation. Alors, quand je dis une petite formation, c'est parce que c'est pas forcément ce qu'on préfère. On a tendance avec nos clients à avoir un accompagnement toutes les semaines, entre 1 heure et 2 heures. Déjà pour pouvoir suivre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et puis, ça permet aussi d'appréhender tout ce champ des possibles, parce que ça peut être très vite vertigineux, en fait, et de se dire, non, mais attends, je peux pas tout faire. Là, il y a... Ok, maintenant, tout le monde peut tout faire. Moi, qu'est-ce que je fais? Donc ça prend un certain temps, et on accompagne comme ça nos clients pour remettre de la valeur là où il y en a, et puis automatiser tout ce qui peut être chronophage pour regagner du temps.
Je pense que le premier pas, c'est comment je fais pour regagner du temps sur mon métier, sur moi, de façon perso ou pro. Et à partir de là, je vais, voilà. Normalement, si vous êtes un tout petit peu feignant, vous allez trouver plein de solutions. Si vous n'êtes pas feignant et que vous aimez travailler dur, continuez à travailler dur. Quel est l'équilibre entre expérimentation rapide et structuration long terme? L'expérimentation est clé. L'expérimentation, c'est voilà, quand on a fini de se parler, allez-y. Si vous avez besoin de créer des pages optimisées SEO, allez-y. Si vous avez besoin de coder un petit truc pour découper des vidéos, allez-y. Le champ des possibles est énorme, en fait. Et on n'a pas l'habitude, et vous allez voir, c'est un exercice que je vous donne à faire à peu près tous les jours, c'est passer 15 minutes tous les soirs à vous demander ce que vous auriez pu faire avec l'IA. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va devenir un réflexe. Alors, le réflexe, c'est un peu le réflexe qu'on me donne, c'est demande à ChatGPT. Donc ça, c'est ce que je réponds très facilement. Mais c'est la vérité. Demande à ChatGPT ou à d'autres modèles. Il faut se confier, voilà, il faut confier cette partie de recherche et d'analyse, etc., plus à cet assistant-là, en sachant que de toute façon, c'est vous qui avez le besoin, c'est pas la machine, et c'est vous qui allez décider du type de réponse, du niveau d'exigence que vous voulez donner à la réponse. Si vous ne voulez pas donner d'exigence, vous prenez la réponse, vous la rebalancez, et puis si ça dit n'importe quoi, ben, ça dit n'importe quoi. Si vous voulez renvoyer ça à votre COMEX, eh ben, vous allez le relire, vous allez le traduire en anglais, vous allez le relire, vous allez mettre quelque chose de plus corporate, plus court, plus long. Voilà. Tout ce travail-là, c'est vous qui allez le faire, ce n'est pas la machine. Donc, expérimentation, c'est la clé. Plus de questions? Donc, de toute façon, après, on a nos rendez-vous, on a des petites surprises d'ailleurs pour nos rendez-vous. Si ça vous dit de rencontrer BIM et son équipe, ce sera avec grand plaisir.